Pour ma part, je considère que la neutralité n'existe pas. En fait, on n'est jamais neutre, enfin, je crois que ce n'est pas vrai, surtout quand on a des convictions. Et donc, le Centre Val-de-Loire, nous, on est porteur d'un projet que l'on peut qualifier de politique, qui est que la société, toutes les couches de la société, devraient s'approprier les enjeux et la préservation de la biodiversité. Et fatalement, cette ambition écologique, elle vient parfois percuter des visions d'autres acteurs, d'autres visions politiques qui n'ont pas les mêmes finalités, les mêmes buts et les mêmes objectifs. Tout l'enjeu, c'est de savoir convaincre et de trouver ce subtil équilibre, une espèce de voie assez étroite où la biodiversité reprendra sa place dans le projet sans être vécue à la fois comme une contrainte, mais plutôt appréciée comme un atout, voire une opportunité. Le Conservatoire d'espaces naturels Centre Val-de-Loire présente Conversation avec la nature, le podcast où chaque mètre carré compte et chaque parole porte. Aujourd'hui, épisode 5, accompagné avec Frédéric, directeur du Conservatoire d'espaces naturels Centre Val-de-Loire, un podcast présenté par Isabelle. Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Conversation avec la nature. Merci d'être toujours parmi nous. Dans les épisodes précédents, on a vu beaucoup de choses. On a vu les 4 piliers notamment fondateurs du conservatoire que sont la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation. Mais il y a une autre dimension qui est un petit peu moins visible, mais tout autant importante, qui est l'accompagnement des politiques biodiversité. Et pour nous parler de ça, nous accueillons Frédéric, ou plus couramment Fred au quotidien, qui est le directeur du Conservatoire d'espaces naturels Centre Val-de-Loire. Fred, merci de nous rejoindre. Tu es dans le réseau des conservatoires depuis maintenant 30 ans. Donc la dimension stratégique, ça n'est pas inconnu pour toi. Tu gères, on va dire. Et donc quand on parle d'accompagner finalement pour le conservatoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Accompagner, au final, c'est un mot qu'on utilise assez souvent maintenant. Mais pourtant, il est assez récent dans l'histoire des conservatoires qui ont bientôt une 50aine d'années pour les tout premiers. Et il témoigne quelque part finalement de l'évolution de nos compétences, mais aussi l'évolution des positionnements et des modes d'action des conservatoires d'espaces naturels. Au départ, le mythe fondateur, c'est connaître, protéger, gérer, valoriser, CPGV. C'est vrai que c'est ancré dans l'action foncière, voire même l'acquisition, qui était quand même le cœur des préoccupations, et qui marquait des actions menées par les conservatoires sur des sites préservés, en maîtrise d'ouvrage, en étant décisionnaire, mais tout en ayant quand même bien évidemment la préoccupation d'ancrer ces actions dans le territoire. Le développement des conventionnements fonciers avec des propriétaires privés a fait un petit peu évoluer les choses, bien évidemment, alors c'est une analyse somme toute assez personnelle. C'est vrai que ça fait 30 ans que je suis dans le réseau, mais moi j'ai tendance à dire que c'est la reprise de Natura 2000 relancée par un gouvernement en 1997 qui a amené les conservatoires à s'y impliquer de manière assez importante. Et c'est là qu'a émergé finalement cette notion d'accompagnement. Et donc les conservatoires sont alors véritablement sortis d'une action qu'on va qualifier de site centré, si vous me passez l'expression. C'est peut-être pas très joli, mais c'est un petit peu ça, pour se positionner au final comme des structures à même d'assembler les acteurs des territoires autour d'un projet en faveur de la biodiversité. Et tu me demandais... accompagner, c'est quoi ? J'ai envie de fonctionner par une analogie. En fait, accompagner, c'est un petit peu comme avancer sur un chemin où nous, on est parfaitement à l'aise. En gros, on sait où on va. Mais où d'autres ne sont pas aussi à leur aise, voire même pour certains ne voient pas l'intérêt, ni même l'utilité d'aller sur ce chemin. De fait, quelque part, au final, accompagner, c'est un bien grand mot, mais c'est un peu ça quand même, il faut l'assumer. C'est amener notre société un petit peu pas à pas, avec un subtil mélange dosage de compétences, de connaissances, de motivation, à aller vers une voie où la biodiversité ferait partie intégrante des préoccupations du quotidien et des projets du territoire. Et donc quand on parle d'accompagner, forcément on s'adresse à quelqu'un. Quels sont les types d'acteurs qu'on accompagne et pourquoi c'est important de les accompagner ? C'est vrai qu'en France, je dirais, la préservation de la biodiversité, c'est d'abord une affaire de politique publique
et c'est d'abord l'action des pouvoirs publics, très majoritairement. Les initiatives citoyennes, alors elles existent, c'est vrai, il ne faut pas les nier, on est bien d'accord. L'appropriation par les entreprises, ça reste somme toute assez marginal encore. Même si aujourd'hui ça a tendance à évoluer, on voit quand même que certaines entreprises notamment ont parfaitement intégré combien la biodiversité peut leur être utile ou est utile à leurs activités et commence à démontrer un certain nombre de préoccupations. Voilà, chez les citoyens, on voit que la conscience commence à émerger. Mais il est vrai que, de longue date, ce sont les pouvoirs publics qui portent des politiques publiques en faveur de la biodiversité. Et de fait, les accompagnements, ils se font majoritairement auprès des collectivités et des pouvoirs publics. Alors, avec la prise de conscience, on accompagne également des actions auprès d'entreprises, on accompagne parfois des personnes privées, bien évidemment. Et s'il y a une exception assez notable et qui est assez ancienne, c'est l'accompagnement des agriculteurs. Et c'est assez logique. Enfin, quand on voit quand même combien l'agriculture dans notre pays façonne le paysage, l'usage des sols, c'est un petit peu logique que finalement les premières entreprises que les conservatoires ont pu accompagner, c'était des entreprises agricoles. Et ça assez rapidement à la création de nos structures. Bon, je parle assez largement des conservatoires d'espaces naturels, mais tout ce que je dis est bien évidemment applicable à notre conservatoire et j'évite de faire des généralités, on est bien d'accord quand même, quoi. Voilà. Après, pourquoi c'est important si je reprends l'image du chemin, bon, soyons honnêtes, ce serait assez présomptueux de dire que sans nous, sans nos connaissances, voilà, le chemin serait difficile pour quiconque souhaite s'y engager. Je trouve que c'est pas là qu'est l'importance. L'important, parce que j'y vois avec une certaine conviction depuis 30 ans, c'est que accompagner, c'est cheminer ensemble pour aller vers un objectif commun. Et que, en chemin, le conservatoire apporte ses compétences, ses connaissances, mais également, il faut qu'il sache être à l'écoute des attentes et des spécificités de la structure ou de celui ou celle qui l'accompagne. Principalement, si je résume, il y a deux gros types d'acteurs qu'on accompagne, les collectivités et les entreprises. Ça ressemble à quoi un accompagnement finalement des collectivités et en quoi ça peut être différent d'une structure privée par exemple ? Je vais pas être très sympathique en fait parce que je vais répondre un petit peu à côté de la question tout en répondant à la question. Voilà, c'est un choix délibéré. Bon, après tout, c'est mon parti pris. Voilà, j'ai pas vraiment envie de décrire de manière assez technocratique ce qu'est un accompagnement. Voilà, finalement, pour évoquer ce sujet, on utilise toujours des concepts, à la limite de la caricature parfois, je trouve, processus, territoire, diagnostic, acteur, co-construction. Alors, ça parle peut-être à des décideurs, mais voilà, je trouve que c'est un verbiage un peu trop assez abscon, voilà, quelque part. Et puis, à côté, chaque univers professionnel, chaque domaine socio-économique a ses codes, ses ressorts, ses objectifs, ses modes de fonctionnement, ses processus de décision. Donc en fait, aucun accompagnement ne se ressemble. Vous n'accompagnez pas de fait une collectivité comme vous accompagneriez une entreprise, vous n'accompagnez pas un énergéticien comme vous accompagnez un carrier. Voilà, donc chacun est différent. Maintenant, les décrire, je ne sais pas si c'est très utile, mais ce qui est important, parce que finalement ce qui est assez commun à l'ensemble de ces accompagnements, c'est que c'est la rencontre de deux motivations. Celle du conservatoire, pour commencer, bien évidemment, et puis celle de celui ou celle qu'on va appeler le partenaire. Voilà, c'est assez logique. Et dans cette rencontre, il y a un facteur relation humaine qui est assez fondamental. Et s'il y a ne serait-ce qu'une once d'envie, de part et d'autre, bien évidemment, d'un travail commun, que la relation démarre par de la sincérité, de l'écoute et de la franchise, eh bien l'accompagnement, il se construit peu à peu à la carte avec toujours en ligne de mire une préoccupation ou un objectif d'aller vers la préservation de la biodiversité. Donc je ne serai pas très concret, mais pour moi c'est quand même assez essentiel de ramener à finalement une motivation commune. Et après, j'ai envie de dire que c'est finalement que de la cuisine qui s'adapte à l'interlocuteur et à ses modes de faire en fait. Et il peut y avoir des réticences parfois aux accompagnements où c'est toujours voulu en fait par les collectivités ou les entreprises? Les cas sont... Il y a un peu de tout en fait quelque part parce que c'est vrai que quand on vient nous voir et quand on nous sollicite pour un accompagnement, il est évident qu'il y a déjà une démarche volontaire de la part de celui ou celle qui nous sollicite. En général, ça démarre quand même plutôt pas mal. Après, quand c'est nous qui allons chercher,
il est clair qu'il peut y avoir effectivement des réticences, des blocages, des différences de conception, des différences de perception. Bon voilà, après, quelque part, charge à nous d'instaurer la relation, d'utiliser les arguments qui amènent à convaincre. Voilà, maintenant, il y a des fois où ça marche, et puis d'autres fois, ça ne marche pas parce que tout simplement, on n'a pas su emporter la conviction. Donc finalement, le conservatoire est là en tant que quoi? En tant que conseiller, en tant qu'accompagnateur, en tant que médiateur comment on se positionne? Ouais, c'est vrai que conseiller, médiateur, animateur, accompagnateur, expert, peut-être plus que de dire, de qualifier le terme de la manière dont on se positionne, c'est peut-être intéressant de donner des exemples assez concrets, parce qu'après tout, c'est là que c'est le plus intéressant, c'est la manière dont le projet, la manière dont il se fait et comment. J'ai un peu prélevé au hasard dans les 6 départements sur les 30 dernières années un certain nombre d'exemples. Alors ça reflète de manière assez lointaine la richesse et l'exhaustivité de nos actions. C'est un petit inventaire à la Prévert, mais bon voilà, je pense qu'il est intéressant. Bon après voilà, pour le petit clin d'œil, on oubliera le raton laveur, parce que le raton laveur c'est une espèce exotique envahissante qui pose des soucis sur la biodiversité. Petit clin d'œil à nos collègues du GTEEE. Voilà, tout à fait, c'est ça. Alors si on commence, je parlais des pouvoirs publics, donc on accompagne les collectivités territoriales, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, pour tout ce qui est les aider à intégrer la biodiversité dans leur politique d'aménagement du territoire, de gestion d'espaces naturels, et parfois même jusqu'à la mise en œuvre de politiques biodiversité. On peut citer les exemples assez concrets de l'État dans le classement d'aires protégées en zone de protection forte, donc la stratégie aires protégées. On peut citer l'achat de zones humides pour répondre aux ambitions des agences de l'eau. On peut parler également de l'animation de sites Natura 2000 qui maintenant incombe aux régions, donc que l'on réalise en appui à la région Centre-Val de Loire ou par exemple au PETR Val de Loire-Nivernais. L'appui à la définition de la mise en œuvre de stratégies zones humides qu'on a pu faire pour la communauté de communes de Vierzon-Sologne-Berry. La gestion déléguée d'espaces naturels sensibles, comme on peut le réaliser pour les départements d'Indre-et-Loire. Voilà, donc, les champs des possibles sont assez vastes. Si on regarde plutôt du côté des agriculteurs, j'ai parlé des entreprises agricoles, donc le propos c'est de les conseiller sur des pratiques agricoles ou pastorales d'ailleurs favorables à la biodiversité. Donc à ce sujet, Pastoloire, qui est un petit peu notre programme emblématique, et dans le Loiret, on travaille avec 5 éleveurs pour les amener finalement à aller pâturer des sites, à intégrer le mode de gestion d'espaces naturels dans leur exploitation. On poursuit, voilà, des propriétaires fonciers, qu'ils soient privés ou publics, l'idée étant de les guider dans la gestion durable de leur terrain à travers des conventions, des conseils. Comme on peut faire, l'État est un propriétaire comme un autre, comme on peut faire sur la gestion du domaine public fluvial avec l'État sur la Loire, par exemple, comme on peut faire avec l'agglo de Chartres Métropole, l'agglo de Dreux ou le conseil départemental d'Eure-et-Loire pour la gestion durable de leurs propriétés dans ce département. On peut aussi parler des entreprises. Vous voyez, ça en fait quand même un certain champ des possibles quand on abordait les diverses structures qu'on peut accompagner. Les entreprises, pour les aider à réduire leur impact sur les milieux naturels ou à restaurer des espaces dégradés ou encore à gérer leurs emprises foncières. Et depuis 12 ans de mémoire, enfin 10-12 ans, on accompagne l'entreprise Storingy, qui est une entreprise de stockage gazier, dans un dispositif multipartenarial de prise en compte de la biodiversité dans les emprises de ces sites de stockage. Et je vais en dire pour finir, on peut aussi accompagner les autres gestionnaires d'espaces naturels, alors sans leur donner des leçons, ils connaissent parfaitement leur métier, il n'y a pas de souci bien évidemment, mais on partage avec eux des méthodes de gestion où on co-construit des programmes de préservation. Et par exemple, on est animateur, pilote du pôle gestion des milieux de l'Observatoire régional de biodiversité. Et en dernier lieu, les citoyens, les bénévoles, on peut proposer des formations ou impliquer les citoyens dans la protection des suivis de la biodiversité, par exemple à travers des inventaires participatifs, en relayant des inventaires notamment du Muséum d'histoire naturelle ou en créant nos propres inventaires participatifs, voire en les invitant à des chantiers de bénévoles. Donc multiples enjeux, multiples projets et surtout beaucoup de proximité avec notamment les politiques. Alors comment on garde une position neutre au conservatoire sur des sites où il y a ces enjeux politiques-là qui sont très forts? Pour ma part, je considère que la neutralité n'existe pas.
En fait, on n'est jamais neutre. Enfin, je crois que ce n'est pas vrai, surtout quand on a des convictions. Et donc, le Centre Val-de-Loire, nous, on est porteur d'un projet que l'on peut qualifier de politique, qui est que la société, toutes les couches de la société, devraient s'approprier les enjeux à la préservation de la biodiversité. Et fatalement, cette ambition écologique, elle vient parfois percuter des visions d'autres acteurs, d'autres visions politiques qui n'ont pas les mêmes finalités, les mêmes buts et les mêmes objectifs. Et si on parle de neutralité, moi je dirais que c'est plutôt, en fait, comment est-ce que l'intégration et l'acceptation de la prise en compte de la biodiversité s'effectue dans le projet de l'acteur ou du territoire. Voilà. Et donc, à partir de là, tout l'enjeu, c'est de savoir convaincre et de trouver ce subtil équilibre, une espèce de voie assez étroite où la biodiversité reprendra sa place dans le projet sans être vécue à la fois comme une contrainte, mais plutôt appréciée comme un atout, voire une opportunité. En fait, on reste assez convaincu et scientifique sur les faits, et c'est peut-être là que réside, on va dire, une forme de neutralité. Oui, parce que finalement, toute la difficulté, c'est ça, c'est quand même de s'adresser à des personnes qui ont des convictions complètement différentes et de rester dans une démarche très scientifique, en fait. Voilà, très scientifique. En fait, pour rester dans une démarche très scientifique, alors qu'on porte un projet très politique avec beaucoup de conviction et de motivation, finalement, nos arguments sont quand même appuyés, au-delà de notre intime conviction, bien évidemment, par des argumentaires scientifiques et la pléthore d'études et de documentation de ces, 50, 60, 70 dernières années qui démontrent quand même toute l'importance que revêt la biodiversité pour on va dire la vie humaine et le fonctionnement des sociétés en général, quoi. Tu pourrais nous parler d'un projet ou un exemple que tu aurais en tête qui pourrait illustrer tous ces propos et un projet où tu te dis, là, il y a eu vraiment une différence qui a été faite? En fait, quand on est directeur, on n'aime pas trop mettre en exergue un projet particulier. Alors d'abord, un projet qu'on aurait porté, je trouve ça un peu malvenu, ça c'est mon avis personnel. Et puis, citer un projet d'un collègue, quelque part, c'est pas aussi reconnaître la qualité des projets portés par d'autres collègues. Maintenant, moi j'ai vraiment une conviction qui est assez profonde. Tu me diras que ça n'illustre peut-être pas le propos, mais c'est pas grave, je vais l'assumer. C'est que, au final, quand même, on a 10 collègues en charge de l'animation territoriale, donc de l'accompagnement quelque part. Je pense que chacun, et j'en suis convaincu, et là j'aurai des exemples, peut se prévaloir d'un vrai beau projet où à la fois leurs compétences, leur capacité à créer une relation a su faire la différence. Et ça, on en a pas mal d'exemples concrets. On peut aller voir sur notre site internet, on peut ouvrir notre livre aussi, et on trouvera assez des exemples. Mais moi, aujourd'hui, dans ce contexte-là, je ne vais pas citer 10 exemples ou un seul exemple, mais à chaque fois, voilà, il y a des réussites, des vraies réussites, et je pense que tout un chacun peut se prévaloir sur les 30 dernières années d'un projet où on a su faire la différence et réussir quelque chose de très concret et de très satisfaisant. D'ailleurs, petit instant promo, j'en profite parce que Fred, tu as mentionné le livre Regard sur la nature. Il est là, c'est un superbe ouvrage qui a été publié par Ouest France et qui parle des acteurs de la nature en Centre Val-de-Loire et qui parle des conservatoires, puisque c'est en partenariat aussi avec le Conservatoire du Loir-et-Cher. Donc, vous pouvez le retrouver en librairie, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Donc, accompagner, finalement, c'est semer des petites graines un peu partout. Donc tu dirais que c'est ça le levier pour une nature mieux protégée demain? J'aime bien cette façon de voir les choses, et au final je vais reprendre l'analogie avec le chemin. Si je regarde un accompagnateur en montagne par exemple, il va vous apprendre à lire la piste, à éviter ses pièges, les paramètres météo, bref, il va vous donner les clés pour être autonome, pour circuler en montagne. Mais il va aussi vous faire aimer celle-ci, vous faire apprécier ses paysages, la vie qui s'y développe, et vous amener à créer une relation plus personnelle avec l'environnement où serpente ce chemin. Eh bien, pour nous, c'est pareil en fait. C'est pareil. Accompagner, c'est apporter des connaissances,
des compétences sur la biodiversité qui permettent après à celui ou celle de la structure qu'on a accompagnée de s'approprier et de mettre en place ses propres actions. Mais c'est également créer de l'intime avec la biodiversité pour que ça devienne une conviction plus profonde en fait quelque part. Il y a un poète qui a écrit un jour, alors dans un autre contexte, mais la phrase peut être parfaitement adaptée, il y a sur cette terre ce qui mérite la vie. Et finalement, quelque part, accompagner, c'est faire en sorte que essaime cette conviction un petit peu chez tout le monde qu'il y a effectivement et réellement sur cette terre ce qui mérite la vie. Bon, finalement, on ne pourra pas mieux terminer cet épisode que sur ce que tu viens de dire. Merci beaucoup, Fred, d'être venu nous parler de cette mission qui est quand même très stratégique et assez complexe au conservatoire. Donc, accompagner, c'est permettre aux autres d'agir aussi durablement pour la nature. On a fait un peu le tour là, des 5 piliers finalement du conservatoire: connaître, protéger, gérer, valoriser et accompagner. Et tout ça se fait grâce aux salariés notamment du conservatoire. Et finalement, ce qui donne du souffle aussi, c'est tous ces citoyens, tous ces bénévoles qui nous accompagnent au quotidien, parce qu'il ne faut pas l'oublier que le conservatoire est une association. Et donc justement, dans le prochain épisode, qui sera aussi le dernier, on abordera la vie associative du conservatoire. Et d'ici là, suivez-nous, partagez, n'hésitez pas à commenter et à nous retrouver sur le site internet www.cen-centrevaldeloire.org pour avoir toutes nos actualités. Et je vous dis à la prochaine. Cet épisode a été réalisé avec Isabelle Richardot à l'animation et notre invité Frédéric Breton. Aux images, au montage, à l'habillage et à la voix, Anaïs Marot. Musique Nature Calls de folk acoustique, disponible sur Pixabay. Ambiance sonore enregistrée par Serge Grasset dans le cadre du projet Sonosilva. Pour en savoir plus sur Paste-Loire, rendez-vous sur www.cen-centrevaldeloire.org/Paste-Loire. Et pour en apprendre davantage sur l'Agence régionale de la biodiversité du Centre-Val-de-Loire, rendez-vous sur www.biodiversité-centrevaldeloire.fr. Un grand merci à l'ensemble de nos collègues du Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val-de-Loire. À bientôt!